Docteur Manel Lamourad, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, je rappelle que notre sujet principal aujourd'hui, c'est le calendrier égyptien, comprendre son histoire. Ah, nous avons un autre... Ah, pardon, autant pour moi, on vient de me prévenir que nous avons un autre invité, un invité qui nous est cher, Monsieur Antoine Bordelli, bonjour. Bonjour, madame. Désolée pour la confusion, on m'a averti à la dernière minute et je suis ravie de vous avoir ce matin avec nous sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Bonjour, monsieur Antoine. Alors, bonjour, monsieur Sen, et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous. Alors, si on parle du calendrier égyptien, de son histoire, alors si je ne me trompe pas, on a une représentation du calendrier dans le temple de Philae à Assouan, n'est-ce pas? Il y a le calendrier dans beaucoup de temples. Il y a Komombo, surtout le plus célèbre. Oui. Il y en a un au temple de Karnak qui est inachevé. Il y en a au temple de Philae. Mais en fait, ce n'est pas des calendriers. C'est comme une agenda du temple dans laquelle il y a toutes les dates. Il y avait des événements tous les jours. Donc, c'est un peu l'agenda des fêtes qui se passaient dans les temples d'une façon quotidienne. Alors, ça fait un calendrier partout. Antoine, nous permet de comprendre un peu comment était divisée l'année. Oui. Quand on parle de ce calendrier, on parle qu'il est relié au Nil quand même. Exactement. Ça, c'est le... Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un calendrier? Un calendrier, c'est la reconnaissance de l'homme dans l'histoire, de la valeur et du temps, et la division du temps en des unités. Donc, l'ancien Égyptien, comme c'était une civilisation stable, liée à la terre et à l'environnement, ils avaient le temps de voir un peu tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, ils ont remarqué que tout a un cycle qui se répète. Le soleil qui se lève, qui se couche, le Nil qui vient dans les mêmes saisons. Et comme le Nil était quand même la base, la raison de leur existence, donc c'est vrai qu'ils ont fixé un peu leur calendrier et leur date en fonction du cycle du Nil, les crues, les sécheresses, les saisons de récolte et les saisons de semis. Donc vraiment le plus ancien et le plus populaire des calendriers connus dans l'histoire, c'est ce calendrier égyptien qui est millaire par rapport au Nil. Alors, si mes informations sont bonnes, le premier mois de l'année n'était pas le mois de janvier comme pour nous actuellement. Non, non, c'était en plein été, puisque les crues du Nil, c'est l'été, comme vous le savez, c'est les saison de pluie sur le plateau éthiopien. Donc, ils avaient fixé la nuit du 17-18 juillet comme le réveillon, comme le début de la nouvelle année, c'est l'arrivée de la... Et ce calendrier, effectivement, était divisé en 12 mois, chaque mois de 30 jours, ça fait 360 jours. Et puis à la fin de l'année, il rajoutait 5 jours, c'est les fêtes de la fin de l'année, qui s'appelait ça le 13e mois incomplet, ça complète les 365. Et finalement, mais ça n'empêche, permettez-moi, mais ça n'empêche que parallèlement avec ce calendrier, bien sûr, ils étaient très liés à tout ce qui était astrologie et soleil. Donc ils avaient lié ça avec un autre cycle, c'est le cycle de l'étoile Sothis, qui avait presque le même cycle, mais avec 365 jours écart. Donc c'est ça qui est devenu le calendrier juillet. Finalement, ce calendrier-là, il se rapproche plus du calendrier scolaire, on va dire, entre guillemets, la rentrée des écoles, des universités qui se fait fin août, début septembre, la fin des vacances, donc on a l'impression qu'une nouvelle année commence, donc il se rapproche plus de notre quotidien que le calendrier actuel. Ah oui, c'est notre quotidien qui ressemble, je veux dire. Mais c'est surtout le Nil. Bien sûr, leur vie était liée au Nil. Donc l'arrivée des crues, ça veut dire l'arrivée de l'eau, l'arrivée d'une nouvelle vie et une nouvelle créature qui va se créer sur une année avec des richesses, avec des biens, avec prospérité aussi. Donc l'arrivée de l'eau était très importante. Ça veut dire qu'il y a une vie qui va renaître sur de l'idée. Une vie, c'est-à-dire l'eau est là, on va pouvoir appeler le pluie, faire la semence et on aura des bonnes récoltes qui vont nous suffire. Bien sûr, il ne faut pas oublier que les anciens Égyptiens, pour se nourrir toute l'année, c'est une seule récolte par an, c'est celle qu'ils faisaient dans la saison. Une saison de culture effective, ça peut amener à des catastrophes quand même. Donc, ça peut faire perdre la vie, c'est la famille. Donc, pour eux, le Nil, c'est la source de
Monsieur Antoun, également, quand on parle de ce calendrier, on parle qu'il n'est pas réparti en 4 saisons, tel que le calendrier grégorien. Il compte juste 3 saisons, si je ne me trompe pas. Alors, le Shemou du 16 mars. C'est 3 saisons, chaque saison de 4 mois au lieu de 3. La première saison, c'est la saison des pluies. C'est les mois de août, septembre, octobre, novembre. Oui. Et puis la saison de la semence, c'est décembre, janvier, février, mars. Et puis récolte et sécheresse, c'est avril, mai, juin et juillet. Et comme vous voyez, c'est très lié à la culture. Hein. Oui. Et c'est ce calendrier, en fait, les paysans encore en Égypte, ils adoptent. Oui. Ils ont plus tendance à l'utiliser plus que le grégorien, ou le julien, ou le régir, etc. Parce que c'est encore lié à leur récolte, à la terre et tout. Et ce qui est reconnu par le calendrier copte, d'ailleurs. Effectivement. Le calendrier égyptien. Oui. Effectivement. Et si on constate aussi dans notre quotidien, c'est vrai qu'en Égypte, on a l'impression qu'il n'y a vraiment que 3 saisons. On n'a pas vraiment de 4 saisons en Égypte. On n'a pas l'automne. Vous avez raison, tout à fait. Bon, on dit 4 saisons parce que c'est la division faite avec le calendrier grégorien, mais en réalité, on a 2 saisons même et 3. On va dire plus 3 que 2. Exactement, exactement. Alors vous venez de le dire, effectivement, ceux qui travaillent la terre, les paysans, les agriculteurs qui sont toujours actifs, utilisent toujours ce calendrier-là puisqu'il a un rapport avec tout ça. Et c'est vrai que l'idée serait de pouvoir aussi l'enseigner à nos enfants, puisque ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Ben, ils ont expérimenté effectivement depuis des millénaires que ces saisons et ces mois, avec la culture, avec les changements climatiques, ça ne change pas. C'est pourquoi qu'ils l'ont gardé par la tradition, mais pas seulement par la tradition, côté culturel. Regardez nos journaux, nos magazines, la première page, on a 3 dates. C'est vrai. La grégorienne, comme tout le monde, on est 2024 de la naissance de Jésus. Le régir, effectivement, donc le calendrier lunaire. On s'intéresse plus à connaître la date pour les fêtes de Ramadan, la Grand Bayram, etc. Mais vous trouvez aussi le calendrier copte en 3e. Et ce qui est curieux, c'est qu'on a gardé quelques noms des mois du temps des anciens Égyptiens, comme le mois de Tout, qui est le Tot, le mois de Hathor, qui est la déesse Hathor, ainsi de suite. Est-ce qu'ils avaient des jours fériés comme chez nous? Par exemple, nous, on a énormément de jours fériés, on a des célébrations de victoire de guerre, de la journée de l'ouvrier ou de la fête du travail. Est-ce qu'eux aussi, ils avaient des journées fériées? Oui, alors là, d'abord, il faut savoir que la semaine au temps des anciens Égyptiens, elle n'était pas de 7 jours. La semaine était de 10 jours. Donc un mois de 30 jours, c'est 3 semaines. Donc la semaine, c'est un tiers mois. Il fait 36 semaines dans l'année, pas 50. Et là, donc dans le cycle quotidien ou hebdomadaire du travail, on travaillait 8 jours et demi par semaine. Donc il y a 1 jour et demi, c'est le week-end. D'accord. Ça, c'est les vacances de toute la semaine. Ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de fêtes au temps des anciens Égyptiens. Des fêtes principalement religieuses. Donc la fête aux fêtes du Luxor, la grande fête de la vallée aussi à Luxor. Il y avait la fête de la bonne rencontre, ce mariage entre Hathor et Horus. Il y avait bien sûr la fête du début de l'année. On est en train de, à l'occasion d'aboutir ce sujet, il y avait la fête de la création de l'univers qui est Shamanessim aujourd'hui, chez nous, que nous avons encore la tradition de les fêter. Ils avaient beaucoup de fêtes. Et les fêtes, c'était des festivités extraordinaires. Il y avait le temple, le peuple qui allait, il y avait les processions de toutes les temples, dans les rues, sur les lieux. Il y avait des biens énormes qui se distribuaient pour la population. Tout le monde mangeait de la table du Seigneur. Vous voyez, c'était quand même des grandes choses. Les Égyptiens aimaient beaucoup faire la fête. Aujourd'hui, oui. Monsieur Antoun, il y avait une fête au cours de laquelle il y avait un cortège du dieu Amon qui passait du complexe des temples de Karnak jusqu'au temple de Luxor. C'était quoi cette fête? C'est la fête Opet. La fête Opet, c'est la plus grande fête que peut-être la mythologie et la religion égyptienne a connue. Oui. C'est la fête du mariage du dieu Amon avec sa femme, la déesse Mout, et la naissance de leur enfant Khonsou, qui forme
la triade thébaine, la triade adorée à Thèbes à l'époque du Nouvel Empire, et cette fête qui se faisait autrefois à Karnak, mais quand ils ont créé le temple de Luxor, qui est devenu un annexe, eh ben, ils ont pris l'habitude de fêter cette fête au temple de Luxor. Donc, le premier jour de fête, les 3 statues sortaient du temple de Karnak, naviguaient sur le Nil jusqu'au temple de Luxor, la festivité commençait, et ça durait 14 jours. Le 14e jour, ils rentraient de nouveau à Karnak. Alors ça, c'est une des fêtes qui était accompagnée par des dizaines de milliers de prêtres, des centaines de milliers de gens du peuple, des millions d'offrandes. C'est quand même une fête phénoménale. En plus, cette fête, ce qui est curieux, c'est que dans la tradition, cette fête, on l'a gardée. Aujourd'hui, il y a la fête de Sidi Abul Hajjaj à Luxor, et il y a une procession qui se fait dans la ville dans cette fête de ce fameux musulman. Et bien là, la coïncidence, la chose curieuse, c'est qu'on emporte une barque sur les épaules, on fait une procession exactement. Ça ressemble un tout petit peu, oui. Alors, toujours concernant le calendrier, et, je vais parler des ouvriers. Est-ce qu'ils touchaient leur salaire le 1er du mois? Non, probablement ils étaient payés par semaine. Par semaine. D'accord, donc tous les 10 jours. En général, c'était des ouvriers qui travaillaient, que ce soit des constructeurs, que ce soit des agriculteurs, que ce soit le travail, c'est par semaine. Mais attention, il n'y avait pas la monnaie. Les Égyptiens n'ont pas connu la monnaie, c'est les Grecs qui ont inventé la monnaie. Et la première fois qu'on a connu la monnaie en Égypte, c'est avec l'arrivée d'Alexandre le Grand seulement. Alors comment ils étaient payés? Tout était en nature. D'accord. Donc on était nourris, logés, voilà. Pendant le travail, ils avaient leur petit-déj, leur repas quotidien, et puis voilà, leur salaire était en fait des graines, des céréales. Et le nécessaire, en fait, ils avaient le nécessaire en tant que salaire, en guise de salaire. Bien sûr, mais ça, on ne peut pas généraliser. Il y a des époques de grandes empires, oui, il y avait bien la sûr. richesse, tout le monde était bien sûr de cette puissance économique, et puis il y avait des moments de décadence, il y avait des années de famine. Vous savez, sur 2700 ans de civilisation égyptienne ancienne, on ne peut rien généraliser. On a connu tout, un peu de tout, partout. Donc finalement, c'était un calendrier qui était pratique parce qu'effectivement, tous les 10 jours, l'ouvrier qui perçoit son salaire en denrées alimentaires ou en nécessités pour qu'il puisse faire ses approvisionnements. Ensuite, qui est relié à la terre et à la mousson. Bref, c'était vraiment un calendrier pratique du quotidien. Et bien sûr, ça organisait la vie d'une façon tout à fait. Vous savez, les Égyptiens étaient très, très, très organisés. Et même, comme je vous ai dit, que ce calendrier, ils l'ont aussi lié avec le cycle de l'étoile Sotis. Il y avait un cycle de 365 jours et quart. Et c'est encore en Égypte, à Alexandrie, sous Ptolémée III, qu'on a adopté pour la première fois le système du textile. C'est que tous les 4 ans, l'année, elle a un jour de plus pour rectifier les 4 jours que nous faisons encore avec le mois de février. Et c'est ça ce qui est devenu le calendrier julien au nom de ça, et que le monde entier a adopté. Vous voyez. C'est presque la base, parce que le cycle de Sotis, c'est comme le cycle du Nil. Ils n'avaient pas. C'est vrai qu'il y a une petite différence entre le cycle du soleil et de Sotis de 11 minutes, mais là, à l'époque encore, on ne connaissait pas les minutes. Donc, on ne pouvait pas avoir cette précision. Donc, ils voyaient que le Nil, le fruit, le soleil, Sotis, tout ça, même cycle, et c'est sur quoi ils ont organisé tout ça. Alors, ma question, elle est peut-être absurde, mais j'aimerais connaître un petit peu plus leur quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans nos foyers, avant, en tout cas, on avait tous des calendriers en espèce de carton à la maison qu'on suspendait pour connaître la date et suivre la date régulièrement. Aujourd'hui, malheureusement, le portable a fait qu'on a moins besoin du calendrier à la maison. Eux, à leur époque, ils n'avaient pas de portable. Est-ce que dans les foyers ou dans les lieux très fréquentés, on avait des espèces de calendriers aussi qui étaient suspendus? Qui marquaient le jour. Il y a en Égypte, je n'ai pas de connaissance, mais on a trouvé ça. Donc, vous savez, déjà, on a très peu de traces d'adaptation et de choses comme ça. Pardon. À travers les éléments que nous avons. J'ai été là.
90% des monuments que nous avons d'origine ancienne, c'est des édifices funéraires ou des édifices de culte. On a très peu quand même de parcs d'habitation. Donc, je ne sais pas si on a trouvé quelque chose pareil, mais je crois pas. Oui, je pense qu'ils étaient trop forts, donc ils ont pensé à ça. Autrefois, c'était le temple. Donc, le temple, c'est quand même le centre, c'est le pilier de la vie, aussi bien religieuse que quotidienne, que économique. Et les calendriers, c'est sur les murs des temples, donc voilà. C'était plutôt sage. Monsieur... Mais il n'y avait pas, je ne crois pas du tout qu'il y avait un calendrier à la maison, on n'enlève pas tout tous les matins, et puis un jour on enlève et on dit ah ben tiens, c'est l'anniversaire de ma femme, j'ai oublié, on s'est marié ce jour-là, ma femme avait engueulé, ouais, Non, mais ils étaient trop forts, les Égyptiens, à l'époque, donc je pense qu'ils avaient leur astuce pour connaître la date et se rappeler des anniversaires. Alors, Monsieur Antoine Mouabourdadi, merci à vous, c'est fut un plaisir de vous avoir avec nous ce matin dans notre programme. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition de Bonjour Égypte. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Merci Sana. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.